Le milliardaire Elon Musk en a fait son obsession et bien des êtres humains croient l'aventure possible, coloniser la planète Mars. Une telle entreprise est-elle tout simplement envisageable sur le plan scientifique ou bien assistons-nous amusés à la naissance d'un mythe moderne? Parlons d'abord distance. Quand elle est au plus près de sa petite sœur, la Terre se trouve tout de même à 55 millions de kilomètres, soit, avec les possibilités techniques actuelles, un voyage de 8 mois. La distance peut être aussi beaucoup plus longue, car les planètes se rapprochent ou s'éloignent constamment et, dans le pire des cas, un message met 20 minutes pour aller de Mars à la Terre. Difficile d'imaginer un échange dans de telles conditions. Si les distances restent problématiques, il y a aussi l'environnement qui fait de Mars un endroit dénué de vie, a priori, et hostile à l'implantation de colonies humaines, contraintes, si elles s'y installent, d'être autonomes, c'est-à-dire de produire elles-mêmes leur oxygène, leur nourriture, leur énergie, ce qui ne semble pas impossible, même aujourd'hui. On peut fabriquer de l'oxygène à partir du CO2 présent dans l'atmosphère martienne et des expériences ont démontré qu'on pouvait faire pousser des végétaux dans le sol de cette planète. Un sol qui ressemble fort à du sable. Mais le problème principal, c'est celui de l'eau, car il n'y en a pas du tout là-bas sous forme liquide. Heureusement, il y en a sous forme de glace dans le sous-sol et il ne doit pas être impossible de faire fondre cette glace et de purifier l'eau pour pouvoir l'utiliser. Mais l'énergie, où la trouver? Comment en fabriquer? Par exemple, l'énergie électrique. Eh bien, oublions les panneaux solaires, trop encombrants à transporter. Impossible aussi de les fabriquer sur place. Par contre, et même s'ils varient dans l'année et sont chargés de poussière, les vents martiens pourraient de leur côté fournir une énergie inépuisable, d'après une étude publiée par la NASA en 2022. Pour citer l'article publié dans la revue Nature Astronomie, l'énergie éolienne pourrait être la clé d'une présence humaine durable sur Mars. Une autre solution pourrait être le recours à des piles nucléaires d'à peine quelques kilos, et n'occupant dans un vaisseau de transport qu'une place insignifiante. L'homme sur Mars devra se montrer inventif et économe, capable de tirer de cette planète le maximum de ce qu'elle peut lui offrir. Mais cette exigence d'autonomie n'est pas l'obstacle le plus démoralisant, car le pire reste certainement les conditions géophysiques, car sur Mars, les extrêmes sont la norme. La température moyenne est de moins 55 degrés centigrades, et le thermomètre peut descendre beaucoup plus bas. Moitié plus petite que la Terre, la planète rouge a une gravité correspondant à 62% de la nôtre. Autant dire que si cela rend la marche moins fatigante, une telle gravité détériore à la longue les muscles et les os du corps humain. Une solution à cette difficulté physiologique, ce sont peut-être les robots, toujours plus performants et capables de travailler dans des conditions beaucoup trop dangereuses pour les êtres humains. Ces robots pourraient fournir un travail de première main, traitant les déchets, réparant les matériels, produisant de l'oxygène. L'atmosphère de Mars, trop ténue, laisse aussi passer beaucoup trop de radiation. Si bien que pour les humains, vivre sur Mars, ce serait vivre sous Mars, c'est-à-dire sous la surface du sol. Par exemple, dans les grottes découvertes dans la caldeira d'Arcia Mons en 2002, un cratère large de 110 km et surplombant la zone par un renflement de 9 km de hauteur. Car habiter au ras du sol sur Mars est tout simplement inenvisageable. Pas seulement en raison de la radiation, mais aussi à cause des vents, souvent violents. Certains de ces vents ont été enregistrés à 30 mètres secondes sur le site Viking et ont endommagé certaines sondes que nous y avions envoyées. De plus, en raison de la faible pression atmosphérique, ces vents de poussière mettent parfois des mois à se dissiper. Certes, le génie humain est parvenu aujourd'hui à fabriquer un composant qui bloque les radiations et laisse passer la lumière. Ce matériau miraculeux est l'aérogel de silice dont on recouvrirait les habitations et les serres. Mais cette invention ne servirait pas à grand-chose avec une telle dispersion de poussière par les vents, poussière qui recouvrirait quotidiennement les panneaux de filtration et endommagerait les éoliennes.
Si Mars présente avant tout l'apparence d'un monde désertique et est mort, sillonné par de puissantes tempêtes de poussière, ce n'est pas seulement le comment d'une colonisation qui nous empêche le plus de songer à y aller, mais il y a aussi le pourquoi. En effet, qu'est-ce que l'homme irait faire là-bas, déployant certes toutes les ressources de son ingéniosité, mais pour des implantations de petite taille, sans cesse livrées à elles-mêmes et ne pouvant compter sur les approvisionnements venant de la Terre. Une vie stressante, sans cesse au bord du précipice. L'isolement des communautés humaines sur Mars provoquerait des crises d'anxiété qui sont loin de constituer un détail dans le panorama des défis à relever. Un défi qui coûterait aussi énormément d'argent. Certains experts de la NASA parlent d'un coût de 150 milliards de dollars sur 10 ans. Une fortune qui serait peut-être bien mieux employée à rendre notre planète bleue plus habitable ou à la guérir des innombrables blessures que nous lui avons infligées. Enfin, il y a l'aspect légal, qui n'est pas des moindres. Certes, le traité de l'espace signé en 1967 par la plupart des nations stipule bien que l'espace n'appartient à personne, qu'aucun pays ne peut revendiquer comme une extension de ce territoire un endroit situé au-delà de notre planète. Mais d'abord, de nombreux pays n'ont pas signé ce traité. Ensuite, quand un pays aura dépensé des milliards pour construire les premiers établissements sur Mars, ces équipements ne seront-ils à personne ? Il faudrait généraliser des lois qui protègent l'exploitation privée des ressources, mais interdisent l'appropriation du sol qui les contient, ce qui est déjà le cas aux États-Unis avec le Space Act de 2015. Devant l'ampleur des défis techniques, ces exigences juridiques semblent relever du détail, mais c'est loin d'être le cas. Un exemple éloquent nous est fourni par une contrainte éthique de la colonisation. Il est interdit de souiller les espaces colonisés, par exemple en y apportant des germes venus de la Terre. Et que dire des lois qui s'appliquent à des pays mais pas à des organismes privés comme de grandes multinationales, souvent expertes dans l'art de se dédouaner de tout règlement juridique. Les États auront-ils les moyens de s'opposer à ces puissances financières et de contrôler leur travail ? Des experts ont dénombré quantité de raisons pour aller vivre sur Mars. D'abord, le progrès scientifique. L'exploit d'une colonisation le stimulerait bien plus encore que ne l'ont stimulé nos innombrables guerres et catastrophes terrestres. Mais il y a aussi l'exploitation de ressources rares, comme les matières présentes sur les astéroïdes. Non, Mars est si proche. Et qui sait ce que recèle le sous-sol martien ? Trésors exploitables. Mais il y a plus que le goût du progrès technique ou l'exploitation des ressources. Stephen Hawking, le célèbre physicien britannique disparu en 2018, pensait que notre espèce devait impérativement aller vivre sur une autre planète pour avoir une chance d'échapper aux innombrables menaces qui hypothèquent sa vie future. Astéroïdes, virus, réchauffement climatique, guerre mondiale. C'est ce qu'il déclara lors d'un entretien avec les astronautes de la Station spatiale internationale en 2014. Pour le savant, toute survie à long terme de notre espèce ne pouvait être envisagée sur notre seule planète bleue. Mais toutes ces considérations suffiront-elles à nous insuffler un élan irrésistible ? Aller vivre sur Mars ne sera pas seulement pour nous tous ici-bas une assurance vie, mais peut-être aussi et surtout un projet fédérateur pour une humanité plus souvent occupée à s'entre-déchirer plutôt qu'à se construire un avenir commun et radieux. Même si ça coûte cher, cela mérite qu'on s'y arrête. N'oublie pas de t'abonner.